Tout d'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Vous êtes gérant, vous êtes sur les marchés, donc voilà. Et quand on voit des mouvements aussi rapides, comment est-ce que l'on gère ça? Je pense qu'on le gère pas en fait. On est là, ça prend tellement par surprise. D'ailleurs, tous les opérateurs ont été pris vraiment par surprise. C'était vraiment une décision très inattendue de la part de la BNS. Donc ouais, on peut pas anticiper ce genre de choses et on peut que subir, effectivement, surtout quand on est investi déjà au sommet de ses capacités. On peut éventuellement se renforcer sur certains dossiers qui baisseraient suffisamment pour générer des paliers intéressants d'investissement. Mais sinon, non, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est assister à la baisse et puis essayer de voir si on a fait les bons actes d'investissement, si certains de nos investissements seront touchés par le franc suisse ou pas. Et voilà. Et c'est votre cas justement, vous êtes investi vous étiez exposé en tout cas au marché suisse chez Financière de Champlain? Non. Ou alors très indirectement via une partie de chiffre d'affaires de certaines sociétés dans lesquelles j'étais investi. Mais j'avais pas de société qui était basée en Suisse avec des outils de production en Suisse, ce qui était plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est celle qu'on a le plus souffert. Ouais. Alors justement maintenant qu'il y a beaucoup de grosses sociétés qui ont fortement chuté, est-ce que c'est des dossiers du coup que vous pourriez regarder pour investir dedans maintenant? On regarde, puisqu'effectivement beaucoup de dossiers, un peu sur tous les secteurs, étaient devenus très très chers en Suisse, parce que effectivement très solide, avec une bonne base bilancielle et opérationnelle. Donc effectivement, il faut regarder, c'est mon devoir en tant qu'investisseur de regarder, mais je pense que voilà, on va attendre un petit peu que la poussière retombe et que on fasse un peu le point, que les analystes commencent à réajuster un petit peu leur modèle, que les entreprises aussi publient leurs résultats pour voir un petit peu quels seront les impacts et quelles seront effectivement les mesures qu'elles vont prendre pour compenser ça. Parce que beaucoup d'entreprises ont eu aussi une grosse surprise. Donc effectivement, il va falloir voir un peu ce qui va en ressortir de tout ça. Mais dans les médias, j'appelle à la pondération et pas trop se précipiter. Alors, on a des marchés actuellement qui, depuis le début de l'année, en tout cas, ont de fortes variations. On a eu des très fortes baisses au tout début de l'année, après des fortes hausses. Donc, les investisseurs, on sent pas une nervosité, mais on sent de la volatilité, en tout cas, sur les marchés. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est plutôt positif? C'est synonyme d'opportunité? Comment est-ce que vous gérez cette volatilité actuellement? Pareil, je ne la gère pas. Quand on est effectivement investi sur les actions en mode long only, on n'a pas de stratégie short en réserve. Donc effectivement, pouvoir vous n'avez pas de politique de couverture, ça? Oui, à part sur le change. Mais là encore, j'avais pas de franc suisse, donc j'ai pas eu à me couvrir. Mais effectivement, quand on a de telles fluctuations, c'est difficile d'aller faire le trader et puis essayer de se positionner au jour le jour, etc. en intraday. C'est très compliqué. En plus, c'est pas mon métier. J'ai un souci pour mes clients d'avoir un portefeuille qui ne tourne pas trop, sinon c'est trop de frais. Donc l'idée, c'est d'avoir des positions un petit peu moyen, long terme, avec quelques dossiers en mode stock picking un peu opportuniste, avec une maturité un peu plus courte éventuellement, mais que voilà, effectivement conserver cette maturité un peu moyen long terme. Et au final, si on fait le pari sur les bons acteurs, on a certainement une pente ascendante au niveau du cours boursier, puisque effectivement on a un historique de performance du management, de la société, et on a une montée douce enfin plus ou moins douce des dossiers pour atteindre un objectif de cours. Alors vous dites donc vous avez donc cette stratégie d'investissement plutôt de moyen long terme. On a quand même un contexte avec un euro faible, la forte chute des cours du pétrole. Quelles sont les thématiques que vous jouez? Quels sont les secteurs dans ce cas-là que vous allez privilégier dans ce contexte? Dans ce contexte-là, effectivement, quand on pense à baisse du pétrole, on se dit tout de suite, il faut éviter les pétrolières. Raffineurs, services de cette industrie. Je pense à tous les gens comme CGG, Technip, etc. Pour ça, pour vous, c'est trop dangereux, faut éviter. C'est pas que c'est trop dangereux, c'est des actifs de qualité. Le problème, c'est qu'effectivement, on est à un niveau, au niveau de la production de pétrole, où on est obligé d'investir de plus en plus pour tirer le pétrole du sol. Ça commence par le deep offshore, donc les plateformes offshore qui sont de plus en plus profondément, donc les coûts de production augmentent de plus en plus. On a effectivement les sables bitumineux, qui est une production aussi très chère dans le nord de l'Amérique. Il y a aussi le fracking de la roche, qui est également une technologie relativement chère. Donc tout ça
répondait à un besoin en énergie, mais avec un pétrole autour de 100 dollars le baril. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est la moitié moins. Donc, effectivement, il faut s'attendre à des investissements de moins en moins importants. On parie effectivement sur des investissements en baisse de 30% pour commencer. Et les impacts sur les cours boursiers des sociétés sont catastrophiques. Vont venir, d'ailleurs quelques vagues de licenciements ont déjà été annoncées, mais effectivement il y a des très gros allègements qui vont être faits en termes de masse salariale et de coûts opérationnels. Alors en dehors justement donc, de ce secteur pétrolier, parapétrolier, quels sont les autres secteurs sur lesquels justement vous n'allez pas actuellement, c'est pas forcément le bon timing? Là par exemple, j'irai pas trop dans le luxe, notamment le luxe suisse, horlogerie, etc. C'est des sociétés qui effectivement ont des bases de production en Suisse, donc leur coût de production a augmenté en une journée, en moins d'une journée, en quelques minutes, de 20 et quelques %. Donc c'est une augmentation du coût de production qui, elles n'arriveront peut-être pas à répercuter dans le prix de vente. Il y a une question de pricing power qui va se poser. Est-ce qu'elles vont accepter aussi de perdre des marges, puisque effectivement ce sont des marges en moins. Par exemple pour Swatch, pour 10% de fluctuation du franc suisse, c'est 25% de marge opérationnelle en moins. Donc là on a eu 15-20%, donc c'est 50% de marge débit en moins. Pour Swatch, ça va être très très dur de répercuter ça pour ses clients. Pour un acteur comme Richemont, qui est un peu plus high-end, enfin avec des produits à plus forte valeur ajoutée, plus luxe, ce sera éventuellement possible. Mais après, bon, voilà, il y a toutes ces politiques, notamment en Chine, de anti-corruption, qui font que on offre moins de cadeaux de forte valeur. Hong Kong est en récession. Hong Kong était le premier consommateur de montres suisse. Voilà, il y a pas mal de choses qui font effectivement qu'on devrait éviter, en tout cas à court moyen terme, le temps que la poussière retombe encore, ces secteurs-là. Alors aujourd'hui, justement, quels sont les secteurs sur lesquels vous êtes vraiment positif? Les secteurs sur lesquels je suis positif. Les valeurs? Oui, valeur, je pense à l'industrie routière par exemple. Je pense qu'avec la forte baisse du pétrole qui est arrivée déjà et qui va à mon avis se continuer, puisque moi j'ai un objectif de pétrole à autour de 40 $ le baril. Donc je pense que ces sociétés-là effectivement pourraient profiter. Je pense à un acteur comme Norbert d'Entresangles, une valeur française qui a une flotte de camions. Et ces gens-là, effectivement, je pense qu'il va y avoir un impact très fort sur les marges. Et donc ça va être une bonne opportunité pour eux. Secteur automobile aussi ou indirectement? Secteur auto, directement, je pense, oui, effectivement, les gens vont pouvoir, qui retardaient peut-être un acte d'achat, vont se dire bon, effectivement, les taux sont hyper bas, le pétrole est très bas. Why not, hein, ça peut être très sympa d'avoir une voiture, rouler pas cher et acheter pas cher. Ça peut être un axe de réflexion pour les consommateurs. Le secteur bancaire, vous en pensez quoi actuellement? C'est vrai qu'on a la BCE là, qui va sûrement annoncer donc, son quantitative easing. On a en effet des taux bas, comme vous dites. Est-ce que ça peut être justement un contexte favorable au secteur bancaire? Oui, je pense. Non, mais c'est parce qu'effectivement, il y a plusieurs aspects à envisager là-dessus. Le quantitative easing, effectivement, on estime qu'il sera de l'ordre de 500 milliards s'il arrive. Ça pourrait avoir un très gros impact. Donc effectivement, les valeurs bancaires pourraient en bénéficier. Après, ça pourrait se traduire aussi par une remontée des taux souverains, 10 ans, maturité longue. Donc oui, il faudra regarder attentivement ce qui est dans le panier de propositions par la BCE, parce qu'effectivement la BCE n'avait pas une tradition comme ça d'annonces nombreuses et importantes. On va voir ce qu'elle propose. Il est possible qu'elle fasse une annonce à minima comme elle fait d'habitude, et là ça pourrait envoyer un signal un peu négatif. Ça veut dire un petit peu entre deux, c'est annoncer un quantitative easing mais sans rachat de dette souveraine par exemple? Par exemple, oui. Par exemple. Il faut voir. Vous, votre scénario, justement, c'est quoi? Étant donné que j'ai pas d'opinion, je préfère ne pas m'exposer au secteur bancaire. Malgré le fait que j'ai un fonds généraliste et qu'il serait de bon ton que je m'expose un petit peu via un panier bancaire à certaines banques.
Non, j'en ai pas trop envie, d'autant plus qu'effectivement il y a toujours les événements de la Grèce qui nous pendonnaient. Il y a un risque macro, et on évoquait en début d'interview, ce risque macro-là est très prégnant et il est là depuis 2 ans. Et à chaque fois qu'il y a une annonce macro, ça occulte la micro. Et on voit qu'effectivement, malgré des bonnes publications, les sociétés n'arrivent pas effectivement à s'extraire du contexte macroéconomique. Alors on évite les banques, l'horlogerie, le luxe, le pétrole, la consommation. J'ai des trucs où on peut acheter. Oui. En tout cas, dans Verdun 300, qu'on a compris, la marque Verdun 300, que vous êtes positif. Voilà, mais sinon aussi, je joue en ce moment une thématique, le paiement, sans contact, nouvelle génération de paiement. Donc j'ai plusieurs acteurs qu'on peut jouer. Ingenico pour les thermitaux, Gemalto pour les puces, et Wirecard pour les logiciels. Donc effectivement, on en a beaucoup parlé avec la baisse de Gemalto il y a quelques mois, à cause de la sortie de l'Apple SIM qui n'est pas encore vraiment sortie, et puis la sortie effectivement de la solution de paiement sans contact d'Apple. Mais beaucoup de gens pensent que ça va tuer tout le secteur de la carte à puce, du paiement par carte à puce, ou tout simplement tuer le secteur des cartes SIM. Et enfin, je veux dire, dans Gemalto par exemple, tout ça c'est pricé déjà à 0 dans le cours, ce qui paraît impossible. Ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Merci beaucoup Aymeric Blond, gérant chez Financière de Champlain. C'est la fin de Direct Marché et on se retrouve demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Très bonne journée.